bonjour, bonsoir, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas pour moi c'est le soir, car cette vidéo aurait dû être un live, aurait dû être un stream. Et puis finalement j'ai eu des petits soucis techniques au niveau du micro et même simplement de la diffusion via YouTube. Et du coup j'ai dû enregistrer la vidéo. Donc d'abord je tiens à m'excuser auprès des personnes qui ont attendu pour regarder cette vidéo en live. Et puis je suis un petit peu déçue de ne pas pouvoir répondre à vos questions éventuelles en direct. Néanmoins, on va trouver une solution quand même pour les questions parce que ce serait dommage de passer à côté de ces chouettes interactions. Alors, ce soir, on va parler d'hypnose. D'hypnose en tant que catalyseur de changement. Donc on va parler aussi bien d'hypnose ericksonienne que d'hypnose humaniste. On va faire un petit peu le point sur ces deux formes d'hypnose et puis sur ce qu'il y a d'autres qui gravitent autour aussi, puisqu'il n'y a pas que ces deux formes d'hypnose. Il y a plein de choses possibles, donc on va regarder tout ça. On est ensemble, je pense, pour à peu près 1h30 environ. Et puis, puisqu'on va être ensemble pour 1h30, je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Delphine Sabatier pour l'entreprise auto-entreprise Libère-toi. Donc je suis praticienne en hypnose ericksonienne depuis 2018, formée auprès de l'école d'hypnose européenne et de l'IFTA. Je suis aussi praticienne en hypnose humaniste, qui est la forme quasi exclusive que j'utilise aujourd'hui, en thérapie symbolique avancée et en access bars. Et avant tout ça, je travaillais dans un service de santé au travail, au service technique de prévention. Voilà pour les présentations. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il imagine, ce qui permet à chacun de changer ses programmes intérieurs. C'est le postulat que l'on va explorer lors de cette conférence. Alors, excusez-moi, j'ai encore un petit souci technique de choses qui ne s'affichent pas. On va y arriver, c'est pas un problème. Voilà. J'avais envie d'aborder cette question de l'hypnose autour justement des questions qui me sont posées les plus fréquemment au cabinet, même après encore des années. Et la première question qu'on me pose, alors là c'est pas que au cabinet, c'est aussi autour, c'est concernant un petit peu l'ancienneté de l'hypnose. Alors souvent j'entends « Ah oui, l'hypnose, j'en entends de plus en plus parler. C'est nouveau, c'est pour arrêter de fumer, c'est ça ?» Alors c'est intéressant, est-ce que c'est nouveau ou pas? Pour arrêter de fumer, oh oui, on peut passer par là, c'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. Et j'ai envie qu'on voit un petit peu d'où ça vient finalement, l'hypnose. Alors est-ce que l'hypnose c'est vraiment une nouveauté? Pas vraiment. L'hypnose, on va le voir après, ça remonte à il y a très longtemps, mais on commence à se mettre d'accord, en tout cas sur le début de la construction de ce qu'est l'hypnose à partir de 1773. En 1773, on a Franz Anton Mesmer qui nous propose une théorie qui est la théorie du magnétisme animal, qui va aussi s'appeler ensuite le mesmérisme. Alors qu'est-ce que c'est? Mesmer, en fait, il a remarqué qu'il y avait une sorte de fluide qui circulait entre tous les êtres vivants, hein, c'est pas uniquement les humains, mais également les animaux, les plantes, etc. Et il a remarqué qu'on pouvait, avec son esprit, avec sa volonté, influer sur ce fluide. Et que en insistant, en se concentrant sur ce fluide, on pouvait changer l'état de conscience d'une personne. Donc on voit un petit peu sur cette image, je suppose que vous voyez le pointeur de la souris normalement, cette femme qui semble totalement subjuguée en fait par l'homme qui est représenté en face, hein, qui est Mesmer. Et on peut voir ici la représentation quelque part de ce fluide tel qu'il le décrit.
Alors, grâce à ce fluide, Franz Anton Mesmer nous décrit donc un changement d'état de conscience, une personne qui semble un petit peu partie, un petit peu ailleurs, et il remarque que ça lui permet notamment de développer une influence sur les autres et aussi un petit côté analgésique. Cette théorie sera réfutée et interdite par l'Académie de Paris en 1784. Néanmoins, ça ne va pas rester dans les tiroirs puisque James Edel, lui, l'utilisait en Inde pour justement ses opérations, notamment pour ses fameuses propriétés analgésiques. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'était pas du tout avancé en matière d'anesthésie, en matière d'analgésie. La gestion de la douleur, c'était compliqué, et donc tous les actes médicaux et chirurgicaux, c'était particulièrement compliqué. Donc c'était une technique qui permettait quand même de tranquilliser les patients. Ça présentait de nombreux intérêts à ce niveau-là. Et puis cette technique avait été interdite par l'Académie de Paris, mais bon voilà, James Edel, lui, il était en Inde, c'était pas à Paris. En 1841, on va faire une avancée significative puisque James Braid, qui est ophtalmologue, va proposer la théorie de ce qu'il appelle le monoïdisme. Alors, qu'est-ce que le monoïdisme ? Il décrit cela comme la focalisation sur une pensée unique qui conduit à un état de sommeil neurologiquement conditionné. Autrement dit, le fait de focaliser ses pensées sur une seule chose, par exemple sa respiration, va modifier l'état de conscience de la personne. Ici, il parle d'un état de sommeil neurologiquement conditionné, c'est-à-dire qui est induit, qui est provoqué par cette focalisation sur une pensée unique. Donc, on parle d'un état de sommeil. En réalité, on est, et on va le voir après, pas vraiment dans un état de sommeil, mais en tout cas dans un état de conscience qui s'en rapproche. C'est notamment cette théorie du monoïdisme qui va donner cette image de l'hypnose avec l'utilisation de la montre ou du pendule que l'on fait, que l'on agite finalement devant les yeux de la personne à un rythme lent et répété en demandant à la personne de se focaliser dessus. Ou encore ce qui a été beaucoup utilisé également, j'ai perdu le mot, excusez-moi. Hop, est-ce que je l'ai noté ? Je ne l'ai pas noté. Eh bien, si vous retrouvez le nom de ce petit appareil qui sert à donner le rythme en musique, je serai le métronome. Voilà, un métronome. Donc métronome qui a été très utilisé également dans les cabinets au tout début de l'hypnose pour justement aider à la focalisation par son bruit, son rythme lent et régulier et à l'induction de cet état de conscience. Donc là on commence vraiment cette fois à parler d'hypnose, là où Franz Anton Mesmer finalement avait plutôt découvert le magnétisme. Donc on avait une forme de confusion au départ entre magnétisme et hypnose. Toutefois, on voit que de 1841, il va falloir attendre 1891 pour que l'efficacité de l'hypnose soit vraiment reconnue par le corps médical grâce à la British Medical Association, dans le cadre notamment du traitement de la douleur, des troubles du sommeil et des symptômes fonctionnels. Alors pourquoi est-ce qu'on a 50 ans comme ça qui s'écoulent et que sur lequel ce dossier n'avance pas finalement, cette technique n'est pas plus explorée que cela? C'est tout simplement parce qu'on a les anesthésies avec le chloroforme et l'éther qui sont arrivés entre-temps et que le corps médical a longuement utilisé et exploré puisque ça avait cet avantage d'avoir un effet plus prévisible et plus facile d'utilisation que cette technique de l'hypnose qui n'était pas encore totalement décodée, on va dire. Donc, quand on parle d'hypnose, je vous ai parlé plusieurs fois d'état modifié de conscience. On peut aussi parler de transe. Et c'est là où ça va nous permettre aussi de comprendre que le concept d'hypnose en tant que tel remonte à bien plus longtemps que Franz Anton Mesmer.
En fait, la transe ou l'état modifié de conscience était utilisé bien avant, même depuis déjà l'Antiquité, hein, et on suppose encore même avant, dans différentes pratiques qui permettaient de modifier l'état de conscience. Alors dans ces pratiques, on va retrouver le chant, par exemple. Alors que ce soit des chants religieux, hein, avec les mantras, avec tout ce qui peut se retrouver aux quatre coins de la planète. On va pouvoir parler des icaros des chamans, donc les soins, hein, les chants de soins des chamans, etc. On retrouve toujours dans le registre des sons les bruits et les musiques, donc encore une fois aux quatre coins de la Terre, hein, que ce soit les voyages au tambour pour les peuples utilisant ce type de technique. Aujourd'hui, on utilise les bols tibétains, les bols de cristaux, alors par exemple dans le cadre de soins vibratoires, mais on remarque que l'utilisation de ces instruments favorise la modification de l'état de conscience et la transe. On peut aussi modifier cet état de conscience et obtenir l'hypnose ou la transe par la méditation, le silence. Donc comme on atteste plusieurs pratiques ancestrales orientales, des pratiques qui étaient utilisées dans les temples bouddhistes par exemple, etc. Où on avait de l'isolement dans les grottes, etc. On retrouve les paroles, je vous ai parlé juste avant des mantras. On va retrouver les psaumes, les prières, tout ce qui va pouvoir se répéter aussi, hein, de manière générale. On a toujours cette notion de répétition, la plupart du temps, dans le son. On retrouve également la programmation neurolinguistique, pour ceux qui connaissent PNL, dont certains procédés linguistiques vont permettre également la modification de l'état de conscience, bien que ce ne soit pas forcément le premier but recherché. La concentration, la focalisation, comme nous l'a présenté la théorie du monoïdisme juste avant, mais qui est également utilisée par Hellman dans un type d'hypnose qui est la fascination. Donc ça, je reviendrai dessus tout à l'heure, etc. Donc finalement, on voit que l'hypnose en tant que telle, ça existe depuis que la communication verbale et non verbale existe. C'est finalement beaucoup plus ancien, ça remonte à bien plus. La différence, c'est finalement, qu'est-ce qu'on en fait ? Le but, dans quel but est-ce qu'on va modifier son état de conscience ? Alors, autre question, ou plutôt autre remarque. Ah oui, l'hypnose, c'est comme à la télé avec Mesmer. Il te touche l'épaule, il compte jusqu'à 3 et tu fais tout ce qu'il dit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, Mesmer. Donc vous voyez que ici son prénom s'écrit avec son nom s'écrit avec 2 S, contrairement à Franz Anton Mesmer, qui lui n'en avait qu'un. Donc ce monsieur est un hypnotiseur qui pratique l'hypnose de spectacle. Et donc qui s'est inspiré du nom de Franz Anton Mesmer pour son nom de scène. Alors ici, justement, il va être important de comprendre que l'hypnose se décline en différentes formes. Il y a 2 grandes catégories d'hypnose qu'on peut présenter aujourd'hui. Les hypnoses dites dissociantes et les hypnoses dites associantes. Alors je vais revenir sur ces 2 termes plus tard quand on approfondira ce que c'est que la modification de l'état de conscience, l'association et la dissociation. Dans les hypnoses dissociantes, on va retrouver l'hypnose de spectacle, l'hypnose classique, donc celle qu'on peut retrouver, que Mesmer peut proposer, l'hypnose rapide, hein, tout ça qui sont des techniques très très directives, et la street hypnose. Alors la street hypnose, vous savez, c'est quand vous vous faites accoster dans la rue pour vous proposer de faire un petit numéro d'hypnose, de participer à une petite expérience d'hypnose de manière très rapide, très succincte par des personnes au détour d'un parc ou d'une rue. On va retrouver l'hypnose hellmanienne, donc on parlait de Hellman juste avant, je l'ai évoqué, qui pratiquait la fascination, donc c'est-à-dire la modification de l'état de conscience de la personne par la focalisation, par le regard. Donc il s'agissait de fixer intensément l'autre personne pour induire un état de conscience modifié. L'hypnose ericksonienne, sur laquelle on va revenir un peu plus largement après,
qui a été une grande avancée pour la psychothérapie et qui a été une très grande avancée pour l'hypnose de manière générale. L'hypnose conversationnelle, qui est un petit peu la première fille de l'hypnose ericksonienne, ça en découle. L'hypnose médicale, alors donc celle qui est utilisée aujourd'hui dans les services médicaux, que ce soit au SAMU, que ce soit dans les services d'urgence ou de plus en plus même dans les autres services des hôpitaux. Dans les hypnoses dites associantes, on va retrouver l'hypnose humaniste d'Olivier Leckert, donc qui est apparue dans les années 2000. L'hypnose régressive, donc qui va permettre de visiter des moments de vie du passé, voire d'autres vies, d'autres incarnations, pour les personnes qui souhaitent explorer ce pan. L'hypnose spirituelle ou quantique, qui est assez en lien finalement avec les deux précédentes. L'hypnose sagesse de Camille Griselin, où là on est dans quelque chose à mi-chemin, j'ai envie de dire, entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste. Donc Camille Griselin nous propose une forme d'hypnose plutôt novatrice sous forme de conte finalement, où l'inconscient va aller chercher ce qui lui convient dans le récit pour faire ses modifications. Dans ces différentes formes d'hypnose que je vous ai citées ici, c'est pas exhaustif, ce sont, on va dire, les principales. On va retrouver l'hypnose médicale, l'hypnose régressive et l'hypnose sagesse que j'ai mis en violet et non pas en noir. C'est tout simplement parce que selon l'utilisation qui en est faite par le professionnel, on va être dans des formes dissociantes, associantes ou un peu des deux. Voilà. Donc finalement, on voit que l'hypnose, ce n'est pas que ce que font les hypnotiseurs de spectacle. Alors, juste avant, on a parlé d'hypnose dissociante et d'hypnose associante. Donc on va faire un petit peu le point sur ce qui est la dissociation. Qu'est-ce que c'est la dissociation? Pour bien comprendre la différence entre ces formes d'hypnose. Alors la dissociation, c'est un état de conscience modifié qui permet d'ouvrir la porte de l'inconscient. C'est pas le seul qui le permet, mais c'en est un. C'est un état qui est naturel, c'est un état qu'on vit plusieurs fois par jour. Par exemple, quand vous regardez un film, que vous lisez un livre, et que vous êtes tellement pris par l'histoire que vous n'êtes plus en conscience de ce qui se passe autour de vous. Peut-être qu'un de vos proches vous parle et puis vous vous rendez même pas compte qu'on vous parle. Vous ne l'avez pas entendu, vous étiez trop pris par le déroulé du film, de l'émission ou par votre livre. Ça peut vous donner aussi la sensation de ne pas avoir vu le temps passer. Par exemple, quand vous étiez en voiture et de même parfois de plus vous souvenir d'une partie du trajet que vous avez effectué. Donc dans ces moments-là, vous étiez en état de dissociation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dissociation, c'est une propriété intrinsèque du cerveau. À l'origine, c'est un mécanisme de survie que le cerveau met en place, notamment quand il y a quelque chose de très difficile qui est vécu, un traumatisme ou un accident par exemple. Donc le cerveau va induire la dissociation qui donne une sensation de se sentir un petit peu à l'écart des sensations corporelles, pour certains même un peu la sensation de flotter. Par rapport à son corps, de se sentir lourd, etc. Et le but de la dissociation, c'est tout simplement de ne pas être en contact avec une douleur physique ou émotionnelle qui est trop importante. Donc à l'origine, c'est un mécanisme de défense. Lorsqu'on est dissocié, le conscient est accaparé par quelque chose et l'inconscient prend le relais de la gestion du corps. Donc ça c'est typique par exemple quand vous étiez en train de conduire votre voiture et que vous ne vous souvenez pas d'une partie du trajet que vous avez conduit, par exemple parce que vous pensiez à ce que vous alliez avoir à faire en allant au travail, à ce qui vous attendait à arriver au travail ou à la maison pendant que vous conduisez, et bien c'est votre inconscient qui a pris le relais et qui s'est mis à conduire la voiture pour vous. Donc c'est là qu'on voit à quel point c'est ce qui a pu être intégré à l'auto-école a été enregistré profondément ou pas dans l'inconscient.
Alors la dissociation, c'est un état qui se situe entre la veille et le sommeil. On parle de perte de conscience, c'est à utiliser avec parcimonie. Hein. Quand vous êtes dissocié, quand vous roulez en voiture, vous n'êtes pas évanoui en fait, hein, mais vous êtes dans un état second, on va dire. Ça peut donner une sensation un petit peu de dormir, de ne pas se souvenir totalement alors de la séance s'il s'agit d'hypnose ou de ce que vous étiez en train de faire. Mais ce n'est pas du sommeil à proprement parler. Donc comme je vous le disais, quand on est dissocié, on peut avoir une sensation que le corps est plus lourd, d'avoir moins de sensations dans son corps, l'impression éventuellement de flotter, de ne pas être dans son corps. Ça peut être perçu comme quelque chose d'ailleurs de très confortable. Alors, autre question qui m'est beaucoup posée, notamment par les adolescents, c'est que vous n'allez pas me faire la poule. Hein. Alors, je remercie l'hypnose des spectacles qui véhicule cette croyance. Effectivement, faire la poule à quelqu'un, ça peut être amusant en spectacle, ça peut être amusant dans la rue, mais toutes les formes d'hypnose n'ont pas cette vocation. Donc ce que j'ai peut-être pas bien précisé, je reviens juste un petit peu en arrière, c'est par rapport à la dissociation. Donc voilà, les formes d'hypnose qu'on a vues avant qui sont dissociantes utilisent cet état. Les formes associantes en utilisent un autre qu'on verra après. Je reviens sur notre chère obligation ou pas de faire la poule. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'on peut vous faire n'importe quoi finalement quand vous êtes sous hypnose? Alors, dans les années 1960, Milton Erickson a propulsé l'hypnose et a permis de faire de grandes avancées dans la psychothérapie grâce à cet outil. Donc on voit qu'il n'y a pas que l'hypnose récréative. Donc qui était Milton Erickson? Alors Milton Erickson, c'était un psychiatre américain. Alors il s'avère que ce psychiatre était atteint d'une maladie depuis l'âge de 17 ans, qui était la polio. Donc la polio, c'est une maladie qui induit à ces stades avancés des paralysies. Donc lui, il était atteint de cette maladie depuis l'âge de 17 ans. Et il n'était pas forcément très... C'était pas quelqu'un qui avait envie de se laisser abattre. Et lui, il était convaincu en fait que tout le monde, donc lui il nous le dit ensuite sur le patient, que tout le monde détient les ressources nécessaires pour répondre de manière appropriée aux situations qui sont rencontrées. Autrement dit, Milton Erickson était fondamentalement convaincu que nous avons les ressources de guérison en nous. Et que nous avons d'ailleurs des ressources, pas que de guérison, hein, de plein de choses en nous, et que simplement nous ne savions pas y accéder. Donc dans le cadre de sa maladie, Milton Erickson, tous les matins, lui en fait, il faisait une séance d'auto-hypnose qui lui permettait de réduire ses douleurs et de pouvoir se lever et marcher et faire sa journée. Alors il courait peut-être pas le 100 mètres, mais en tout cas, il avait la possibilité de sortir de son lit grâce à ça. C'est notamment en expérimentant sur lui qu'il a permis le développement de l'hypnose thérapeutique et ses progrès dans le cadre de la psychothérapie et ensuite en travaillant avec beaucoup de patients et de confrères. Pour Milton Erickson, toutes ces ressources de guérison et autres, ce potentiel, il est stocké dans notre inconscient. Alors, on va revenir sur l'inconscient après, on va voir ce que c'est l'inconscient, on va démystifier un petit peu tout ça, rendre ça plus accessible. Toujours est-il que Milton Erickson a hissé l'hypnose dans sa pratique à même un art, hein, et a permis des avancées dans les domaines suivants, par exemple, donc en lien avec tout ce qui est addiction, hein, donc tout ce qui va être addiction à des substances comme l'alcool, le tabac, le sucre, mais également addiction à des comportements hein, comme les jeux d'argent, le sexe, etc. Il a découvert que grâce à l'hypnose, on pouvait travailler sur l'amélioration de la confiance en soi et de l'estime de soi, puisqu'on a les ressources, sur la diminution du stress,
sur la gestion, l'amélioration des troubles alimentaires, hein, que ce soit par exemple l'anorexie, la boulimie. Il a remarqué qu'on pouvait tout à fait atténuer, voire faire disparaître les phobies, qu'on pouvait améliorer sa capacité à nouer des relations qui soient saines, hein, à gérer finalement les difficultés relationnelles et affectives. Idem pour les difficultés dans la sexualité et dans le couple. Il a permis d'avancer également dans tout ce qui est acceptation du deuil, hein, alors que ce soit le deuil, la perte d'une personne ou bien la fin d'une époque de vie, la fin d'une situation, voilà, tout ce qui peut nous demander de tourner la page vis-à-vis de quelque chose et qui peut générer de la résistance et de la tristesse. Donc l'hypnose thérapeutique qu'il a développée nous permet également de travailler sur la thématique du pardon, sur la reconnexion avec ses ressources, notamment pour les personnes qui souffrent d'épisodes dépressifs, donc ça peut permettre de sortir de cet épisode. L'accompagnement au changement, hein, que ce soit aujourd'hui la réorientation professionnelle, les changements de vie, donc partout où finalement il y a un constat que dans la vie la situation ne nous convient plus et que l'on souhaite la changer, mais que peut-être on ne sait pas comment faire, ou les anciennes habitudes sont très ancrées et il y a besoin de venir faciliter le changement de paradigme intérieur. Les performances sportives peuvent également être abordées grâce à l'hypnose, puisque on sait aujourd'hui que le mental en fait prend une part très importante de la réalisation de ces performances sportives. Plus on a confiance en ses ressources, plus on est concentré et plus les performances vont être élevées et plus on est persuadé qu'on ne va pas y arriver et que on se laisse quelque part peut-être emporter par des émotions comme la peur, l'angoisse, et plus les performances en prennent un coup. On peut travailler également sur la gestion des conflits, hein, on revient à la thématique relationnelle, la relation aux émotions de manière générale. On est beaucoup à refouler nos émotions ou à peut-être à ne pas savoir gérer ou accueillir telle ou telle émotion. Donc c'est une technique qui permet d'améliorer cela également. De travailler sur ce fameux lâcher-prise dont on entend tellement parler et qui semble pourtant parfois si compliqué à trouver. Ainsi que sur les douleurs d'origine psychosomatique. Donc, voilà un petit peu tous les domaines d'application qui sont devenus accessibles avec cet outil grâce à Milton Erickson. On voit que ça fait quand même pas mal de choses et ça rend les choses quand même assez intéressantes et les progrès assez fulgurants pour l'époque. Autre question qu'on me pose assez souvent, c'est est-ce qu'il faut un pouvoir pour faire ça? Est-ce que l'hypnose, mettre quelqu'un en état d'hypnose, c'est un pouvoir? Alors, on va explorer ça. Alors, pour comprendre un petit peu cette notion de pourquoi l'hypnose est possible et de comment ça marche, il va être intéressant de regarder un petit peu une subdivision symbolique du cerveau qui nous propose que notre cerveau serait découpé entre guillemets symboliquement en deux hémisphères, une hémisphère gauche et une hémisphère droite, donc aussi appelé cerveau gauche et cerveau droit. Donc on pourrait ici considérer que le cerveau gauche correspond à notre partie conscient et le cerveau droit à notre partie inconscient. Alors, il ne s'agit pas de localisation au sens strict du terme, hein. Les connexions neuronales sont bien sûr pas si simplement départagées et séparées, c'est vraiment une subdivision symbolique pour bien comprendre. Le cerveau gauche, lui, serait plutôt alloué à tout ce qui touche à la logique, à l'analyse, au langage, aux mathématiques, au traitement séquentiel, donc à tout ce qui va être dans la pensée linéaire, etc.
Le cerveau droit, lui, serait plutôt relié à la créativité, à l'intuition, aux émotions, à l'imagination, à la capacité de synthèse et de prise de décision. Donc une fois qu'on sait ça, on comprend qu'il y a une partie de notre cerveau qui va gérer plutôt tout ce qui relève de l'intellect au sens plus scientifique et plus valorisé d'aujourd'hui, et l'autre plutôt en lien avec la créativité. Aujourd'hui, on vit dans une société qui encourage très fortement le développement du cerveau dit gauche. On valorise l'utilisation de la logique, on valorise l'utilisation des mathématiques, on a des approches analytiques et séquentielles, on essaye vraiment d'expliquer les choses de manière logique, ce qui fait que ça se retrouve très très présent dans notre éducation et notamment à l'école. Et donc on a tendance à développer davantage naturellement les capacités liées au cerveau gauche. Le cerveau droit, lui, va être plus en lien avec l'imagination, et l'imagination pour l'hypnose, c'est une pierre angulaire, ce qui va définir un petit peu les facilités ou les difficultés qu'on va pouvoir avoir à entrer en hypnose, en tout cas sous certaines formes, en fonction de l'habitude qu'on va avoir d'utiliser ces capacités dites du cerveau droit. Ce qui est important de comprendre, c'est que, donc on a vu tout à l'heure que l'hypnose était en lien avec l'inconscient. Tout le monde a un inconscient. Donc, si tout le monde a un inconscient, tout le monde peut y accéder. Et tout le monde va pouvoir entrer en état d'hypnose. L'inconscient, c'est quoi ? L'inconscient, Milton Erickson nous le décrit comme un réservoir de ressources. Donc ici, on pourrait remarquer comme symbolisé par cet iceberg. Il le décrit également, il propose également de le voir comme un disque dur, comme un espace de stockage, dans lequel sont enregistrées toutes nos perceptions sensorielles, donc toutes les informations que notre cerveau reçoit par nos 5 sens, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue. C'est également le siège de notre mémoire et de tous nos souvenirs. C'est le lieu où sont stockés les apprentissages, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient nouveaux. Et l'inconscient est également la partie de notre cerveau qui gère nos fonctions biologiques. Autrement dit, qui va gérer les battements du cœur, la respiration, la pression artérielle, qui va commander les émissions d'hormones pour réagir aux situations, qui va permettre vraiment tous ces fonctionnements, finalement la coordination de tous les fonctionnements biologiques de notre corps sans que nous ayons besoin de le faire consciemment. Vous imaginez bien que si on devait passer toute la journée à penser « Ouh là là, il faut que je respire, il faut que mon cœur batte », on ferait rien à côté. Notre inconscient, il a une communication qui est symbolique. Donc il s'exprime parfois à travers les rêves, à travers les somatisations qu'on va pouvoir avoir, et à travers l'imagination. Donc, comme il a une expression, une communication qui est symbolique, on a besoin de passer un petit peu par un langage codé pour accéder à l'inconscient. Pour faire simple, on pourrait dire que l'hypnose, c'est la capacité à modifier l'état de conscience pour entrer en interaction avec l'inconscient. Donc pour entrer en interaction avec cette partie de nous qui gère un petit peu les choses sans qu'on ait besoin de les lui demander. Et avec laquelle on n'est pas en lien volontaire toute la journée. Alors, qu'est-ce qu'un état modifié de conscience ? Alors, ce qu'on va d'abord définir, c'est ce qu'est un état ordinaire de conscience. L'état ordinaire de conscience, c'est l'état dans lequel vous êtes dans votre journée, quand vous êtes en train de faire des activités, encore une fois conduire, faire la vaisselle, travailler, etc. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'état ordinaire de conscience.
Alors sur cette image, j'aime bien représenter l'état ordinaire de conscience, vous voyez, par ce bateau-là qui navigue. On voit qu'il navigue sur une surface qui n'est pas totalement lisse, hein. On voit qu'il y a des vagues, donc il y a des moments où cet état ordinaire de conscience fluctue lui aussi, hein, vers plus de conscience, moins de conscience. Et on voit qu'il est à la surface, en fait, de la partie visible de l'iceberg, ici, donc le conscient de manière générale, hein, la conscience globale de la personne, avec un grand C, et l'inconscient qui se situe sous la surface de l'eau. Donc si on part du principe que l'état ordinaire de conscience, c'est tout ce qui se trouve ici, on peut définir que tout ce qui est en dehors de ce fragment, finalement, de cette zone, sont finalement des états modifiés de conscience. Au-dessus, on peut définir que c'est un état modifié de conscience, et en dessous, également. Pas le même, mais des états modifiés de conscience tous les deux. Finalement, la modification de l'état de conscience, c'est une question d'onde cérébrale. Les ondes cérébrales, donc c'est la vitesse finalement quelque part des ondes de notre cerveau, la fréquence, l'amplitude si vous préférez. Quand on est en état ordinaire de conscience, on navigue entre les ondes bêta, donc qui sont de l'ordre de la vigilance, de la concentration, de la connaissance quand vous êtes en train de faire quelque chose, et les ondes alpha, qui sont plus en lien avec la relaxation, la visualisation, la créativité. Donc vous voyez, quand vous êtes en train de basculer vers la rêverie, hein, vers un état un peu de rêverie, vous descendez en fait dans les ondes cérébrales alpha, et quand vous êtes concentré sur ce que vous faites, que vous êtes en train d'observer consciemment quelque chose, que vous avez une discussion, on est plutôt dans les ondes bêta ici. En dessous des ondes alpha, donc en descendant plus profondément vers l'inconscience, on va retrouver les ondes θ. Donc les ondes θ qui sont celles qui correspondent aux fréquences cérébrales de la méditation, de l'intuition et du stockage de la mémoire. Encore en dessous, on retrouve les ondes delta, où là on est dans une conscience totalement détachée, on est dans le sommeil. Ça veut dire conscience détachée, vous n'avez plus conscience de ce qui se passe autour de vous. Quand vous dormez, vous n'avez plus conscience des bruits extérieurs, vous n'avez plus conscience des mouvements extérieurs à votre corps non plus. Au-dessus de ces ondes, donc à une fréquence plus rapide, on va retrouver les ondes gamma, qui correspondent à un sentiment accru de lucidité, de conscience élargie, une concentration maximale. Ici, on pourrait parler d'état de pleine conscience, hein. On va le voir plus en détail ensuite. Donc, quand on est en hypnose, finalement, c'est qu'on est par ici, ou par ici. On va revoir ça après. De toute façon, moi, je suis pas réceptif. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans mon cabinet quand je pratiquais encore l'hypnose ericksonienne et quand j'accompagnais encore en hypnose ericksonienne les personnes, les consultants qui prenaient rendez-vous. Et je trouve que cette affirmation est très très intéressante. Qu'est-ce que c'est finalement que cette histoire de réceptivité? Est-ce que tout le monde est réceptif ou pas? Et puis même, est-ce qu'il y a besoin vraiment d'être réceptif? De quoi on parle? Ça veut dire quoi être réceptif? Être réceptif, c'est un ensemble de capacités. Ce sont des facilités qui permettent de modifier son état de conscience pour atteindre l'inconscient. Donc déjà, cette notion de capacité et de facilité est très très importante. Donc, quelles sont ces capacités, ces facilités? C'est accéder facilement à son inconscient. Alors, ça pourrait aussi se traduire par pratiquer l'auto-hypnose. Quelqu'un qui pratique l'auto-hypnose, qui sait utiliser l'auto-hypnose, notamment ericksonienne, est quelqu'un dont la réceptivité sera élevée. C'est également la capacité de permettre facilement l'accès à une autre personne, à son inconscient. Autrement dit, c'est la capacité à lâcher prise, à faire confiance à l'autre pour lui permettre d'accéder à notre inconscient. C'est une forme de confiance.
voilà, qu'on retrouve ensuite. Avoir une imagination développée, c'est quelque chose qui va favoriser la réceptivité. Donc si vous avez tendance à être très créatif et très imaginatif, ça va faciliter la réceptivité. Les personnes qui ont l'habitude de solliciter leur cerveau droit sont globalement plus réceptives. Donc vous vous souvenez, on a dit tout à l'heure que justement le cerveau droit était en lien avec l'imagination, avec les émotions, avec la capacité à prendre des décisions, avec la créativité. Néanmoins, il peut y avoir des résistances. On peut rencontrer des résistances qui peuvent bloquer temporairement la réceptivité. Alors pourquoi est-ce que je vous dis temporairement? C'est parce que ces résistances, on peut travailler dessus et on peut tout à fait décider en corrélation avec la personne de l'accompagner pour les faire diminuer. Ces résistances, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la peur de perdre le contrôle, donc ne pas se sentir en sécurité finalement avec la personne avec qui on est, peut-être avoir peur qu'on nous mette dans la tête des idées qu'on n'a pas forcément envie de recevoir, la peur d'être manipulé, la peur d'être abusé. Et une autre peur peut être celle d'accéder à certains souvenirs enfouis, des traumatismes. Alors là, on est sur une peur qui est inconsciente. L'inconscient, lui, sait ce qu'il a stocké à l'intérieur de sa mémoire. Et il peut parfois décider de bloquer l'accès à certains souvenirs parce que ces souvenirs sont trop douloureux. Donc par exemple, notamment des souvenirs de violence, des accidents ou bien de violences subies. Et donc la personne peut ne pas se souvenir qu'elle a vécu, admettons, dans son enfance, un abus. Mais son inconscient, lui, sait que c'est stocké là. Et comme l'inconscient est aussi un formidable outil de défense et de protection, et bien, il peut décider de bloquer la réceptivité à l'hypnose pour dire non, moi je ne prends pas le risque de faire remonter ça parce que je ne suis pas sûre qu'on va réussir à le gérer. Alors, ça, la réceptivité, finalement, ça ne concerne pas tous les types d'hypnose. C'est ça qui est intéressant. On va voir qu'on n'est pas obligé de passer par cette notion de lâcher prise, par cette notion de donner le contrôle à l'autre et par cette notion d'être suggestible. Dans le cadre des hypnoses dissociantes, donc par exemple l'hypnose rapide et magnétique, donc hypnose de spectacle par exemple, il est question de 10% de la population qu'on appelle les ultra-réceptifs qui vont pouvoir recevoir et participer à ce type d'hypnose. Donc ce sont des personnes qui ont une très très grande facilité à se dissocier et qui parfois même d'ailleurs sont dissociées au quotidien. Donc c'est pas tout le monde qui va pouvoir quelque part expérimenter ça. Pour ce qui est de l'hypnose ericksonienne et toutes les formes d'hypnose, de psychothérapie qui en découlent, comme l'hypnose conversationnelle par exemple, là on estime que c'est plutôt 80% de la population qui vont avoir accès facilement à cette réceptivité, à cet état d'hypnose, et qu'il y a 20% des personnes qui vont devoir s'exercer, travailler sur leur résistance, travailler sur leur capacité à lâcher prise et à faire confiance à la personne avec qui ils travaillent. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces formes d'hypnose, vous voyez, on travaille ici. Ici, là, où il y a le bateau, vous vous souvenez, on a l'état ordinaire de conscience, et en dessous, on a l'état modifié de conscience qui va correspondre aux hypnoses dissociantes. Donc, on part de la surface, de l'état ordinaire de conscience, et on descend dans l'inconscience. Pour faire ça, en partant de ce point, effectivement, il y a besoin de passer par l'étape de la dissociation et donc d'être réceptif. C'est pas la seule option. Avec les hypnoses associantes, comme par exemple l'hypnose humaniste, on va pouvoir travailler dans un état modifié de conscience qui est différent, qui est l'état de conscience non pas vers l'inconscience, mais l'état de conscience augmenté. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose de proche de l'état de la méditation de pleine conscience. Et là, par contre, du coup, il n'y a pas besoin d'être réceptif parce qu'on ne va pas se dissocier. On va être totalement conscient de ce qui se passe et on va être aux commandes de ce qui se passe. Là, c'est pas la personne en face qui va vous faire vivre l'hypnose en tant que telle. Elle va juste vous guider pour atteindre l'état. Et ensuite, c'est vous qui allez être acteur et actif de ce que vous vivez dans votre état d'hypnose.
Donc là, du coup, vous n'avez pas besoin de lâcher prise, pas besoin de céder le contrôle à qui que ce soit. Et donc là, la question de la réceptivité ne se pose plus, puisque c'est de vous à vous que ça se passe. Quel que soit l'état d'hypnose, l'état modifié de conscience qu'on va utiliser, l'intérêt, ça va être de pouvoir accéder aux programmes qui sont stockés ici, dans l'inconscient, et de pouvoir les modifier. Alors, les programmes Kesako. Des programmes dans ma tête, comme un ordinateur, ça des fois c'est un petit peu quelque chose qui peut être difficile à entendre pour certaines personnes avec qui j'ai travaillé, en tout cas au départ, de se dire waouh, comment ça je fonctionne sur des programmes. Mais moi je pensais que j'étais aux commandes de tout ce que je faisais, mais pas de tout. Alors c'est les programmes intérieurs. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, avant d'expliquer ce que c'est que les programmes intérieurs, on va revenir un tout petit peu sur l'inconscient pour préciser certaines choses. C'est l'inconscient qui crée ces programmes sur la base des informations qu'il a recueillies par le passé. 80% de ces programmes sont constitués entre l'âge de moins 6 mois, donc déjà pendant la grossesse, dans le ventre de la mère, et 12 ans. Donc vous imaginez, 80% des programmes intérieurs dont vous disposez, qui définissent votre manière de réagir, on va le voir après, ont été conditionnés avant vos 12 ans. Ces programmes que l'inconscient met en place, ils ont à la base essentiellement une fonction de protection, puisque l'inconscient, lui, sa fonction, c'est également de régir la notion de survie. C'est très important de le comprendre parce que l'inconscient va mettre en place des programmes dans ce but qui ont été construits dans l'enfance. Et est-ce qu'à l'âge adulte, ils sont encore suffisamment à jour pour nous être encore utiles ? Et bien, des fois, c'est pas aussi simple que ça. Ces programmes, ça devient des automatismes. C'est la route empruntée systématiquement par le pilote automatique de notre GPS intérieur. Autrement dit, en fonction des expériences que nous avons vécues avant nos 12 ans, notre inconscient a tiré des conclusions pour nous protéger, pour notre survie et pour le bon déroulement de notre vie. Et il a fait, ok, cette manière de réagir, là, je la prends, je l'automatise parce que pour moi, ça répond à mon objectif. Alors ces programmes, concrètement, c'est quoi, hein ? Donc moi, j'aime bien parler de pilote automatique. Ces programmes, ce sont des manières de réagir, des comportements. Donc les comportements par exemple de fuite, d'agressivité, de passivité en fonction des situations que vous allez rencontrer dans votre vie. Ça va être des déclenchements d'émotions. Donc par exemple dans une situation donnée, vous allez ressentir une émotion ou pas qui va être conditionnée par les programmes que vous avez à l'intérieur de vous. Par exemple, dans le cas des phobies, quelqu'un qui a peur des araignées, un des programmes va être de déclencher une émotion de peur lorsqu'il y a la détection, la mise en contact avec une araignée, alors qu'une personne qui n'a pas la peur des araignées n'aura pas ce programme qui va s'activer et donc n'aura pas cette émotion qui va être déclenchée. Ces programmes, ça peut aussi être des croyances. Alors ces croyances, elles peuvent être limitantes ou aidantes. Les programmes, c'est pas forcément quelque chose de négatif. À l'origine, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous soutenir. Donc des croyances limitantes, ça va être par exemple je n'y arriverai jamais, ou je serai jamais bon en dessin, je serai jamais capable de faire aussi bien que mon père, etc. Des croyances aidantes, ça va pouvoir être par exemple il y a toujours une solution. Quel que soit ce que je vis dans ma vie, je vais toujours trouver des solutions, je vais toujours m'en sortir, je vais toujours rebondir, etc. Ces croyances, elles peuvent être transmises donc par des conventions sociales, en fonction du pays dans lequel on vit, en fonction des traditions dans lesquelles on vit, en fonction des religions. Elles peuvent être transmises par les adultes de référence. Donc souvenez-vous, ça se construit essentiellement avant nos 12 ans. Donc le comportement des parents, le comportement des instituteurs, des professeurs, des membres de la famille vont largement influencer la construction de ces croyances.
Et puis ces croyances, elles peuvent aussi être acquises. Ça peut être des conclusions qu'on tire en fonction des expériences que l'on vit et que l'on juge comme positives ou négatives, qu'elles soient répétées ou non. Donc par exemple, quand on a cette croyance qu'on ne va jamais réussir à faire quelque chose, cette croyance peut survenir à la suite d'un échec, par exemple. En tout cas, de quelque chose qui est vécu, une situation qui est vécue comme un échec. Ces programmes peuvent être potentiellement des sources de somatisation. Donc la somatisation, qu'est-ce que c'est ? C'est le déclenchement de douleurs, de symptômes en fait d'origine émotionnelle. Donc parmi les somatisations les plus courantes, on va rencontrer les contractions musculaires, donc du dos notamment, les problèmes de peau comme l'eczéma, le psoriasis, les verrues, les maux de tête, les maux de ventre, etc. Vous savez, tout ce qui peut un petit peu, toute la panoplie qu'on déclenche, notamment quand on est stressé. Donc là, on est typiquement dans l'inconscient qui va communiquer de cette manière-là. C'est une manière pour lui de dire « Hey, ça va pas ». Là, il y a des choses qu'il faut prendre en compte, il y a des choses que j'ai besoin qu'on règle, et donc il va déclencher des somatisations à ce moment-là. Alors évidemment, avant de parler de somatisation, on va commencer par s'assurer qu'il n'y a pas un motif médical qui sous-tend à toutes ces problématiques avant de poser ce mot-là. Et c'est pourquoi c'est toujours important de voir avec votre médecin avant. Alors, les conséquences du pilotage automatique de vos programmes au niveau de l'inconscient et de nos programmes. La majorité de ces programmes, on l'a vu, ils se sont construits pendant l'enfance. Sauf que, quand on est enfant, on n'a pas les mêmes ressources pour faire face à la vie qu'une fois qu'on est adulte. Et donc, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes possibilités. Et parfois, du coup, on ne prend pas conscience qu'il y a des choses qui deviennent possibles à l'âge adulte, qui n'étaient pas enfants. Ça crée finalement une forme d'inadéquation qui peut poser problème plus tard. Alors ça va pouvoir donner des problématiques notamment de perception de la vie déformée, donc des formes de pessimisme ou d'optimisme qui sont excessifs et qui vont du coup poser problème parce que il y a quelque part moins il y a d'objectivité sur la vision de la réalité et plus on se crée des difficultés. Ça va pouvoir provoquer aussi du fatalisme, de l'impulsivité, ce genre de choses. Ça peut créer des difficultés relationnelles, notamment des difficultés à faire confiance et à créer des relations saines. Quand vous avez, par exemple, grandi dans un environnement qui a été compliqué et avec des relations qui n'étaient pas fiables autour de vous, et peut-être qu'à l'âge adulte, ça va être difficile de faire confiance et ça va peut-être être difficile de créer des relations équilibrées quand vous avez été habitué à des relations où, quelque part, quelqu'un était toujours floué. Ça peut amener à avoir des difficultés à s'autoriser à s'exprimer et à construire la vie qu'on souhaite. Donc vous savez, ces fameuses injonctions intérieures que l'on a consciemment ou pas de « j'ai pas le droit de » ou bien « je ne fais pas ceci, ça ne se fait pas ». Donc dans lesquelles on va se limiter. Donc voilà, ça c'est des exemples de problématiques que ça peut créer. Ça peut également créer des problématiques comme le fait de rejouer en boucle les mêmes schémas, professionnels, familiaux, relationnels. C'est quelque chose qu'on va retrouver très fréquemment dans le domaine amoureux. On se rend compte que en fait, on se retrouve systématiquement face au même partenaire ou qu'on revit systématiquement les mêmes situations avec nos partenaires amoureux. Donc là, c'est qu'il y a peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un programme qui n'est plus à jour et qui ne nous convient plus. Ça entraîne également de la méconnaissance de soi et donc de la négation de ses besoins. Et ça, c'est peut-être le plus terrible à mes yeux parce que quand on ne se connaît pas et quand on ne connaît pas ses besoins, c'est compliqué d'avoir une vie satisfaisante et dans laquelle on se sent bien finalement. Ça va entraîner potentiellement également des difficultés à s'ouvrir aux opportunités de la vie. Vous savez, on peut ressentir
une méfiance excessive quand il y a des opportunités qui se présentent. Je pense notamment à cette croyance c'est trop beau pour être vrai. Et surtout, des biais dans la construction de l'estime de soi. Donc le développement de complexes d'infériorité ou de supériorité, des mécanismes de suradaptation qui amènent à une autodestruction finalement, de la difficulté à reconnaître et à accéder à ses capacités et à reconnaître sa valeur aussi. Donc voilà un petit peu tout ce qui peut se passer quand le pilote automatique il n'est pas à jour et que les programmes qui ont été enregistrés pendant l'enfance sont pas suffisamment soutenants pour nous. En général, quand on a parlé de ça déjà, et quand on a abordé ce sujet, et quand on a commencé à prendre conscience un petit peu de ces programmes que l'on porte, et de ce que ça implique pour nous, il y a déjà des prises de conscience qui commencent à se mettre en place, il y a des choses qui se comprennent, et à ce moment-là, le processus de transformation, il a déjà commencé. Le processus de changement est déjà en cours. Mais comment on change les choses aussi? C'est ça la question. Parce que l'idée, c'est de ne pas rester comme ça. Alors, vous vous souvenez, au début du diaporama, on avait le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit et vit et ce qu'il imagine, ce qui nous permet de changer nos programmes intérieurs. Ça, c'est un postulat qui nous est bien utile en hypnose ericksonienne. Tout simplement, le cerveau, lui, reçoit des informations de la part de nos 5 sens et il convertit ces informations sur une forme d'écran géant, que nous, on a l'impression que c'est nos yeux, mais en réalité, c'est notre cerveau qui voit à travers nos yeux. Et donc, quand on fait appel à notre imagination, c'est sur un écran similaire que ça se déroule et le cerveau va pouvoir intégrer ce qu'on imagine comme des expériences à part entière. Donc comme je vous disais, ce qu'on utilise en hypnose ericksonienne et d'ailleurs dans les autres formes d'hypnose dissociante aussi. Donc avec cette propriété, on va pouvoir travailler dans ces outils-là en étant sur le domaine de l'inconscient, en utilisant la dissociation qu'on a vue tout à l'heure. Donc vous vous souvenez, ça c'est quand justement le conscient fait quelque chose et l'inconscient fait autre chose. On est entre veille et sommeil, on est dans cet état de réceptivité dont on a parlé plus tôt. Dans ces formes d'hypnose, on ne va pas intervenir directement sur l'ancien programme, en fait. On va en fait ajouter de nouveaux programmes. C'est l'hypnothérapeute qui va implanter les nouveaux programmes à votre demande, en fait, pour vous. Pendant que vous, si c'est vous qui consultez, vous êtes passif. Donc vous profitez juste de l'état de dissociation, vous laissez les choses se faire. Voilà. Et pendant que l'hypnothérapeute, lui, fait ses réglages. Il s'agit en fait d'une reprogrammation par apport de nouvelles informations grâce à la suggestion et à la visualisation. Donc comment ça se passe ? Tout simplement, votre inconscient va, après la séance, faire le tri entre les anciens programmes qu'il avait et les nouveaux qui ont été mis en place pendant la séance. Donc ces programmes sont mis en place, vous vous souvenez, avec un langage codé, puisque l'inconscient s'exprime de manière symbolique. Ce mode de fonctionnement qui est utilisé par les outils d'hypnose dissociante implique un temps d'intégration et un temps de mise en place à l'issue de la séance pour que l'inconscient ait le temps de faire le tri. Donc pendant cette période-là, ça peut être un petit peu confus, il peut y avoir plein de choses qui se passent. L'autre possibilité qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est de travailler en état de conscience augmenté. Vous vous souvenez ? Donc l'état de conscience augmenté, qu'est-ce que c'est ? C'est un état qui permet d'accéder directement au programme intérieur et de les modifier sans délai. Alors comment c'est possible ? Tout simplement parce qu'on ne passe pas par le même chemin. C'est par exemple ce qu'on va utiliser en hypnose humaniste. On va approfondir après. Dans ce type d'hypnose, on ne travaille plus dans le domaine de l'inconscience, mais dans le domaine de la conscience. Donc c'est ce que je vous disais, il y a ce côté état de conscience augmenté, vous êtes associé et non plus dissocié, et donc vous avez conscience de tout ce qui se passe. Il y a un accès aux programmes qui sont déjà présents, ce qu'on n'a pas, un accès direct en fait, ce qu'on n'a pas vraiment dans l'hypnose dissociante.
puisqu'on va ajouter des programmes et non pas agir sur ceux qui sont présents. Et c'est la personne elle-même qui modifie ses programmes. Là, c'est pas l'hypnothérapeute qui fait les réglages, c'est la personne qui fait les réglages sur les conseils du thérapeute qui l'accompagne. La modification, là aussi, se fait grâce à un langage symbolique, mais cette fois, c'est encore une fois le consultant qui le met en place. Là où, dans les formes d'hypnose dissociante, l'hypnothérapeute va proposer des va imposer quelque part des visualisations et des descriptions à la personne. Ici, l'hypnothérapeute va proposer d'aller explorer des parts de son monde intérieur et c'est la personne qui va décrire ce qu'elle voit et ce qui est présent pour elle dans ces espaces. Ces techniques permettent un changement en temps réel, donc ça c'est intéressant, on travaille en direct sur les programmes et du coup il n'y a pas de temps d'intégration derrière comme on peut l'avoir sur les hypnoses dissociantes. Alors les hypnoses associantes, c'est beaucoup plus récent. L'hypnose humaniste, Olivier Leckert nous a apporté ça en l'an 2000. L'hypnose ericksonienne, ça remonte aux années 60. Donc faut aussi remettre un petit peu les choses dans le contexte. Alors qu'est-ce que c'est que la conscience augmentée ? Pour ça, on va reprendre notre schéma de tout à l'heure, avec notre inconscient, notre conscient, puis tout ce qui gravite autour. Alors, c'est un état modifié de conscience qui permet un accès à la fois à l'inconscient personnel, donc vous voyez, c'est votre inconscient à vous, celui qui est la partie immergée de l'iceberg, ici en bleu foncé. Un accès aux archétypes qui sont à l'intérieur, donc des archétypes, c'est Carl Gustav Jung qui nous a introduit cette notion. C'est comme des blocs en fait qui structurent l'inconscient, qui gèrent tout un tas de programmes sur des thématiques précises. Et ces blocs sont représentés un petit peu par des figures comme on peut appeler l'enfant intérieur, le féminin intérieur, le masculin intérieur, donc qui peuvent être blessés, qui peuvent être divins selon les approches, comment on les nomme. On a accès directement en état de conscience augmenté aux programmes qui sont présents dans l'inconscient. On a également accès aux sensations corporelles avec une perception beaucoup plus fine et justement augmentée, d'où le nom. Là où, lorsqu'en hypnose dissociante, comme on se situe uniquement ici, on délaisse les sensations corporelles, cette sensation de lourdeur, de flotter, de dormir. Ce qui n'est pas le cas du tout en état de conscience augmentée, ou au contraire, on se sent même très réveillé. L'état de conscience augmenté permet également un accès, et ça c'est assez intéressant, à l'inconscient collectif. Donc, qu'il soit familial, qu'il soit donc transgénérationnel, qu'il soit sociétal. Donc, les informations, quelque part, qui gravitent autour de nous et que notre inconscient sait capter, déceler, on va y avoir accès en direct également. Et enfin, cet état de conscience augmentée, il permet finalement un accès à toutes les strates de l'être. La strate corporelle, qui va comprendre tout ceci, la strate émotionnelle, la strate intellectuelle ou le mental, et la strate plus énergétique, certains appelleront ça l'âme aussi. Donc on voit qu'on n'accède pas à la même chose en fonction des techniques qu'on va utiliser. Alors en pratique, comment ça se passe une séance d'hypnose humaniste, maintenant qu'on a vu ça, puisque on a fait un petit peu la transition là entre l'hypnose dissociante, ericksonienne et humaniste. Donc le maître mot, c'est la simplicité. On va généralement être sur des séances qui vont être calibrées pour 1h30 environ, alors ça va dépendre des praticiens. Moi je vous parle un petit peu plus de comment moi je fais, mais généralement les collègues avec lesquels j'échange sont plutôt sur ce temps-là. Là où on va être dans une notion de prendre le temps. On va travailler assis, les pieds au sol. C'est important que la personne elle ait ses sensations physiques et qu'elle se sente bien ancrée, donc qu'elle ait cette sensation du contact du sol sous ses pieds. Ça se passe dans un dialogue constant
Contrairement aux hypnoses dissociantes, où c'est l'hypnothérapeute qui parle et le consultant qui reçoit les paroles, en hypnose humaniste, c'est un dialogue. Donc l'hypnothérapeute va sans cesse questionner la personne pour savoir, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui est là pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, on va le voir après. Donc il n'y a pas de perte de contrôle, hein, c'est un travail d'équipe qui se joue entre le thérapeute et le consultant. Hein. Le thérapeute, lui, n'a un rôle que de proposition et de conseil ici, puisqu'il ne fait pas les réglages lui-même. C'est le consultant qui les fait. Voilà, donc c'est le consultant qui effectue les changements par lui-même. Alors, quand on travaille en état de conscience augmentée, comme on l'a dit, il n'y a pas de dissociation. Le langage est simple. Il n'y a pas de suggestion ou d'injonction non plus. Ça veut dire que on ne peut pas vous demander ou vous obliger à faire quoi que ce soit. Alors en hypnose dissociante, en principe, non plus. Mais là, il n'y a pas du tout de suggestibilité en fait. Il n'y a rien qui peut venir s'installer. Il n'y a pas de programme qui peut venir de l'extérieur si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas vous-même invité. Alors les étapes d'une séance, ça va être un échange de départ. Comment ça se passe concrètement en séance, on commence par échanger avec la personne. Qu'est-ce que c'est que votre objectif, de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous vivez actuellement. Ensuite, on fait une mise en état de conscience augmentée. Donc là, c'est le thérapeute qui va guider la personne pour qu'elle puisse accéder à cet état de conscience augmenté ou de pleine conscience. Et ensuite, la personne va réaliser les modifications d'état de conscience augmenté. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en hypnose humaniste, on navigue dans le monde intérieur de la personne, en fait. Et on voit clairement qu'est-ce qui se passe à l'instant T. Donc en conclusion, est-ce que l'hypnose humaniste est une sorte de continuité de l'hypnose ericksonienne, puisqu'on a vu que quelque part dans la temporalité, l'hypnose humaniste a été créée ensuite et qu'elle permet d'accéder à d'autres ressources encore que ce que l'hypnose ericksonienne le permettait, puisque l'hypnose ericksonienne permet d'accéder à des ressources qui sont personnelles, tandis que l'hypnose humaniste va permettre d'accéder à des ressources collectives. Alors une continuité, oui, on peut dire ça, mais moi je préférerais parler de complémentarité. On peut choisir un chemin ou un autre chemin. Ça va dépendre du besoin de la personne, en fait. Si la personne où est-ce qu'elle en est dans son désir d'autonomie, posture active ou passive, certaines personnes vont préférer effectivement garder le contrôle et vont préférer être acteurs de leur changement et de la mise en place de la nouveauté en programme chez eux, et à ce moment-là l'hypnose humaniste est très indiquée, mais d'autres vont être plutôt dans un besoin ou une envie de passivité, dire non, moi je préfère que ce soit la personne qui fasse et que moi j'ai juste à me relâcher. Donc c'est finalement une question de choix. Et ça va aussi dépendre de l'état de dissociation préalable de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fonction de ce qui a été vécu auparavant, il arrive que des personnes soient en état de dissociation plus ou moins permanent. Et à ce moment-là, passer par l'hypnose ericksonienne peut être une étape pour aider l'association à se refaire peu à peu, parce que ça peut être parfois un peu plus embêtant, un peu plus difficile d'atteindre un état d'association, un état d'unité intérieure quand on est dissocié. Et encore une fois, là, ça va dépendre des personnes. Donc c'est vraiment consultant dépendant. Ça va dépendre aussi des applications. Pour tout ce qui est psychothérapie, divertissement, analgésie, hypnose médicale, on va pas forcément utiliser
les mêmes choses. En psychothérapie, on va pouvoir utiliser aussi bien l'hypnose humaniste que l'hypnose ericksonienne. Dans le divertissement, l'hypnose humaniste ne présentera pas d'intérêt. Les formes d'hypnose associante, de manière générale, ne présenteront pas d'intérêt, puisque on profite de l'état de dissociation pour faire faire à la personne des choses qu'elle n'oserait peut-être pas faire au départ. Et enfin, pour l'analgésie, en fonction, encore une fois, des personnes, l'hypnose dissociante peut présenter des avantages, notamment avantages de rapidité pour le personnel qui la met en place et pour les soignants. Voilà, alors là, si on avait été en live comme c'était prévu à l'origine, on aurait eu les questions. Et puis il se trouve que on n'est pas en live. Néanmoins, je vous invite largement, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Je sais que j'ai été peut-être un peu vite, n'hésitez pas à prendre des pauses dans la lecture de cette vidéo. C'est dense, il y a beaucoup d'informations, et si vous avez envie d'approfondir, écoutez, je suis à votre disposition en commentaire, ou bien vous pouvez aussi me contacter par mail. Toutes les informations sont dans la description de la chaîne. Voilà, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi cette conférence de découverte, d'approfondissement de ce qu'est l'hypnose et de ce qui existe en matière d'hypnose aujourd'hui. Et je vous souhaite une très très belle continuation et une belle journée. Au revoir.